Des pneus disposés, des tôles dressées comme une clôture, des dispositifs pour marquer la limite avec ce trou béant. Bien visible depuis plusieurs années au quartier Plaque 2 dans la commune d'Abobo, cette étendue continue d'étaler son voile d'inquiétude. Le trou n'était pas volumineux comme ça. C'est au fur et à mesure qu'il pleut que ça s'agrandit. Vous voyez, il y avait même des pylônes là. Quand vous regardez à l'intérieur du trou, il y avait de gros trous des gros pylônes là qui permettaient à l'eau, des canalisations qui permettaient à l'eau d'être évacuée. Mais au fur et à mesure qu'il pleut, je pense que ça doit être le bas qui fait que le glissement des terrains a emporté. Mais c'est la dernière pluie même qui vient même de créer ce gros fossé là où ils sont arrêtés, là, le gros fossé là. C'est la toute dernière pluie de ce temps là qui a causé le glissement des terrains là, qui a provoqué tout cela. Et c'est inquiétant pour la population. Et chaque jour que ça fait, ça ne fait que s'augmenter. Ce vieil homme vit ici depuis plus de 30 ans. Selon lui, c'est un passage d'eau de ruissellement qui a fini par devenir une menace. Une partie de sa cour a été démolie par mesure de sécurité. Le trou s'élargit et s'approfondit. Aujourd'hui, il sert de dépotoir d'ordures, situation mal vécue par ses travailleurs. Ce n'est pas fait pour un dépotoir d'ordures, mais par la force des choses. Puisqu'il y a un trou ouvert à ciel ouvert, c'est une aubaine pour faire partie les ordures. Les odeurs, vraiment, ça fatigue beaucoup. Ça fatigue beaucoup, c'est beaucoup gênant, mais on ne peut pas empêcher les gens de verser les ordures. Lorsqu'il pleut même là, il y a un gaz qui sort, vraiment, c'est difficile. Quand il pleut là, la terre tremble. Maintenant, on voit beaucoup de choses. Mais comme c'est nos lieux de travail, on n'a pas le choix. On voit pourquoi nous on est là. Ce gouffre constitue également un danger pour certains conducteurs. Beaucoup de fois, souvent, il y a des chauffeurs, même nouveaux chauffeurs, quand ils ne connaissent pas comme ça, là, ils viennent freiner ici. Bon, souvent, il y en a qui descendent dedans. Bon, il y en a, et s'échappent, bon, et s'arrêtent tout près ici. Donc, si on n'est pas barré ici comme ça, là, les gens vont passer. Et les clients se plaignent beaucoup. Ils se disent, à faire des trous là, vraiment, pour la manière que ça creuse en bas, après ça arrive ici, et ils ne savent pas. Donc, il ne faut pas qu'on va arriver ici, ça va se casser. Donc, ils ont trop peur. Donc, si on veut venir ici comme ça, les clients disent non, il ne faut pas qu'il y ait arrivé ici. On s'arrête devant là pour descendre les clients. Suite à une opération de déguerpissement de site à risque engagée par les autorités, aucune maison aux abords de ce trou. Mais le danger subsiste car le trou prend du volume en longueur et en largeur. Les populations se sentent toujours menacées. APC Canada est une association canadienne d'appui aux pays en développement. Il est l'initiateur et le promoteur du prix Tikida en collaboration avec l'agence Lunati. Il œuvre pour la distinction des femmes des médias en Afrique. Il offre à la femme des médias africains un support de promotion. Nous voulons attirer l'attention des Africains sur un métier dangereux que font des femmes. Des femmes, par exemple, photographes, qui nous ramènent des images pendant des conflits, pendant des guerres. Nous avons des femmes qui sont à la caméra, qui nous ramènent des images. Quand des balles sifflent, elles sont en danger. C'est des femmes qui abandonnent le foyer, qui abandonnent enfants, qui abandonnent mari et qui font leur travail avec professionnalisme, avec courage et avec dévouement. Ce sont ces femmes-là que nous voulons récompenser. Pour cette journaliste, ce prix vient valoriser l'image de marque des femmes des médias. Ce prix nous réjouit, nous, en tant que femmes, parce que le secteur de la presse, c'est un secteur qui est vraiment difficile. Les femmes sont mises en arrière-plan, alors qu'elles font beaucoup. Donc, ces femmes-là qui travaillent dans l'ombre, qui vont être vraiment mises au grand jour. Le prix Tigida se déroulera le 23 février 2018 prochain sur le thème Femmes d'honneur, médias et développement durable en Afrique. Des jeunes porteurs de projets innovants appelés start-up se sont distingués après 5 jours de sélection doublés de formation et de coaching. Nous avons été extrêmement étonnés par la qualité des projets qui ont été proposés. Une centaine au départ, 10 d'entre eux ont retenu l'attention du jury. Ils bénéficient de 6 mois à 1 an de cours au sein d'une structure d'incubation de projets. Et les 5 meilleurs reçoivent des prix d'une valeur de 150 000 à 1 million de francs CFA, dont le premier prix attribué à la start-up de production
et de distribution d'huile essentielle de cacao et le prix de l'entrepreneuriat féminin à un projet de laverie, de blanchisserie et de cordonnerie en ligne. C'est parti de deux constats. Déjà, le manque d'entrepreneuriat au niveau de la jeunesse ivoirienne, mais également aussi du fait que la Côte d'Ivoire soit un grand producteur de cacao, mais la semi-transformation ou même la transformation est quasi nulle. Voilà, donc c'est de ce constat-là que nous avons émis le projet de participer à une transformation du cacao avant commercialisation. L'accompagnement aujourd'hui d'Incubivar, c'est un accompagnement déjà en leur proposant un espace de coworking où ils vont installer leurs locaux. Donc ils n'auront plus de local à payer. Ils seront accompagnés aussi sur le volet formation, coaching, emploi et surtout sur la manière de pouvoir avoir des partenaires à l'étranger. Environnement Start-up a le soutien et l'appui technique et financier de l'Organisation internationale de la francophonie, EIF, et de l'inspecteur général d'État. La première édition de Environnement Start-up, tenue du 26 au 30 octobre, a connu un engouement. Les festivités marquant le nouvel an du peuple Nzima viennent ainsi de démarrer. Après le cérémonial traditionnel, le roi Nana Désiré Amota Noé a remis l'Indongbole ou le tam-tam sacré au peuple pour l'installer sur la place de la Bissa. Cette sortie du tam-tam sacré sur la place publique, qui marque officiellement le début de la semaine tant attendue, est une semaine au cours de laquelle le peuple Nzima va procéder à une cure sociétale. Les uns après les autres, les différentes couches de la société, femmes, jeunes et cadres, seront à l'honneur mais également critiquées. D'autant qu'au-delà de son caractère carnavalesque, la Bissa est également une occasion de retrouvailles au cours desquelles toutes les vérités sont permises. C'est le lieu des dénonciations publiques ainsi que des confessions pour tous ceux qui, au cours de l'année écoulée, ont posé des actes peu recommandables. Mais avant le cérémonial du palais royal, les envoyés du roi sont d'abord allés solliciter l'Indongbole à la famille Mvavile qui est le dépositaire de la Bissa. C'est au cours d'une procession que le tam-tam sacré a été conduit au palais royal pour être remis au roi qui à son tour l'a mis à la disposition du peuple pour la célébration du Nouvel An. « 30 octobre 1938, le jour où Orson Welles a envahi l'Amérique. 30 octobre 1938, le réalisateur américain Orson Welles adapte le roman de science-fiction de H.G. Wells, La guerre des mondes, à la radio. Et il prend la place du narrateur et commence. Nous savons que depuis le début du XXe siècle, le monde est observé par des intelligences supérieures à celles de l'être humain. Animateur sur la radio CBS, Orson Welles était alors âgé de 23 ans. Le feuilleton qui raconte l'invasion de la Terre par les Martiens est diffusé la veille d'Halloween en fin de journée sur CBS. Welles y joue plusieurs personnages à la fois, dont un faux envoyé spécial. La plupart des auditeurs prennent l'émission en cours et sont effrayés. Plusieurs milliers de personnes s'enfuient chez elles, croyant une réelle invasion martienne sur le New Jersey. Warning! Poisonous black smoke pouring in from Jersey marshes. Avoid congested areas. Smoke now spreading over Raymond Boulevard. Orson Welles s'excusera devant toute l'Amérique quelques jours plus tard, toujours à la radio. Quand Orson Welles commence l'enregistrement de la guerre des mondes en la veille d'Halloween 1938, il ne sait pas encore que ce récit d'une invasion extraterrestre marquera le début de sa carrière et l'histoire de la radio. L'île au trésor était déjà passée à l'antenne sous forme de narration. La guerre des mondes va rompre avec ce modèle. Lorsque la production de l'émission est lancée, l'écriture scénario est confiée à Howard E. Koch. Après plusieurs versions, Welles demande que la première partie de l'émission soit structurée sur la base de bulletins d'information annonçant l'arrivée des Martiens. L'émission diffusée en direct est divisée en deux parties. La première, qui dure plus de 40 minutes, consiste à une série de faux bulletins, de morceaux de musique et de reportages. C'est elle qui a pu être à l'origine de l'excitation des auditeurs américains. La seconde constituée de monologues interprétés par Orson Welles. Une demi-heure de suspense puis d'horreur
construite en crescendo jusqu'à la destruction de New York. Plus aucune annonce sur le caractère fictionnel de l'émission ne sera faite avant plus d'une demi-heure. La voix d'un speaker évoque des conditions météorologiques extraordinaires. Un journaliste évoque un objet non identifié qui s'est écrasé près d'une ferme. Tout est mis en scène pour rapprocher du réel.